un peu quand on veut. C'est l'épisode combien? C'est l'épisode 3. Eh bien, bonjour Pierre. Bonjour Marie. Comment tu vas? C'était pas la question que tu devais poser. Tu devais me demander si j'étais en forme et je voulais te répondre dans quelle forme. Alors, bonjour Pierre. Bonjour Marie. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3. Le 3e épisode du podcast Les mots c'est bien beau. Est-ce que tu te sens en forme? Quelle forme? Dans quelle forme? Ouais, en quelle forme? Entière? Carré, ronde. Après un lendemain de soirée, encore une fois. Là, plutôt morcelé, tu vois. Morcelé, ouais. C'est pas une forme, mais c'est pas grave. Ouais, ben, on dirait pas, mais je trouve qu'on est quand même, on est à peu près réveillés. Ouais. Alors là, vous pourrez le voir normalement. Normalement. Ça va être le premier épisode où vous pourrez nous voir en même temps qu'on parle. C'est ça. Donc, aujourd'hui, nouveau sujet, 3e épisode. On a décidé d'aborder le sujet de la dépendance affective. Lourd sujet. Lourd sujet. Pourquoi ce sujet? Alors, vous avez fait un sondage. Ouais. Vous avez présenté plusieurs sujets et c'est celui qui a reçu le plus de votes. Alors, notamment la dépendance affective, mais aussi évidemment comment s'en sortir. Ça, c'est la partie qui vous intéresse le plus. Ouais. Donc, on a pas mal de points à aborder là-dessus. On va essayer d'avoir un fil rouge un petit peu plus concret que les fois précédentes. En vrai, voilà. Il y a aussi, donc c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes parce que je pense que beaucoup de personnes sont concernées ou se pensent être concernées ou en tout cas n'ont pas forcément une aisance relationnelle qui leur fait dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et il y a aussi parce que nous-mêmes, chacun de nous, enfin toi, ce que tu m'as dit, tu avais eu une forme de dépendance affective il y a quelques années. Et moi, j'ai été beaucoup dans cette situation-là aussi, même si j'ai pas eu énormément de relations amoureuses. C'est une attitude que j'ai reconnue et identifiée dans différentes occasions et différentes relations, en fait. Et ben, on a trouvé chacun des moyens de s'en sortir, ou en tout cas de trouver des outils pour en tout cas ne pas... Comment en sortir, quoi. C'est plus simple. On va dérouler ça, ouais. On va dérouler ça. Déjà, la dépendance affective, comment est-ce que tu le définirais, toi? Alors, moi, j'aime bien le définir par l'antithèse dans un premier temps. Parce que souvent, on ne sait pas exactement ce que c'est que la dépendance. Finalement, c'est pas facile à repérer, à conceptualiser. Par contre, l'autonomie est peut-être un peu plus facile, puisque ça, c'est l'inverse de la dépendance, du coup. Donc, l'autonomie, c'est simplement quand on arrive à être tout seul ou à passer d'un groupe de personnes à tout seul ou avec quelqu'un à tout seul sans en ressentir des problématiques directement liées à l'intérieur de soi. Tu parles d'autonomie émotionnelle, alors? Alors, émotionnelle, mais aussi... alors là, on parle de dépendance affective, effectivement. Donc là, ça va être quasiment que de l'émotionnel, ouais. Alors, du coup, toi, t'es parti sur l'antithèse. Moi, je vais parler du coup de la définition de la dépendance affective. C'est un trouble. C'est pas un trouble du comportement, mais c'est un trouble psychologique. Et je mets des grosses guillemets quand même parce qu'il n'y a pas de diagnostic par un psychiatre pour ce genre de comportement trouble. C'est plutôt un trouble de l'attachement. Et ça se manifeste dans toutes les relations. En fait, ça peut être la relation amicale, ça peut être les relations professionnelles, ça peut être les relations amoureuses, évidemment. Et la dépendance affective peut avoir aussi, je pense, plusieurs niveaux. Je pense qu'il y a aussi une graduation en fonction de la personne, de son vécu et de son rapport et des relations qu'elle a. Mais pour la définir de manière simple, c'est une forme d'attachement dans laquelle la personne n'est pas en capacité de supporter la distance de l'autre, est en recherche d'approbation constante, n'a pas confiance en elle et se sent en danger permanent dans l'interaction qu'elle a avec les autres, amis ou relations amoureuses, dans le sens où la distance émotionnelle ou l'incohérence ou le manque de clarté va pouvoir être vécu comme quelque chose d'angoissant à un point qui va pousser la personne à adopter des comportements de jalousie, de possessivité, d'anxiété énorme, où parfois elle ne va rien dire, mais elle va être complètement en PLS à l'intérieur d'elle-même, en mode « Ah, punaise, il va me quitter, machin. » Crise de panique, ça peut arriver aussi, crise d'angoisse. Tout à fait. Et en fait, c'est vraiment handicapant parce que, imaginons, déjà dans une relation amoureuse, c'est, je pense, horrible parce que tu es en permanence dans cette espèce d'état d'alerte constant de danger, en fait. Il va me quitter, il va me... je suis pas assez bien, j'arrive pas à faire des choix par moi-même, j'ai peur d'être jugée, j'ai besoin de sa validation pour prendre des décisions.
Mais en fait, dans les relations amicales aussi, ça peut poser souci. Ça peut résulter dans des comportements contrôlants, du coup. Contrôlants soit de soi-même, donc on va essayer de se muer dans quelque chose qu'on n'est pas vraiment, histoire d'éviter la situation que l'on craint, ou alors d'essayer de contrôler l'autre, ou les deux, directement. Alors, en termes d'origine de cette chose-là, moi, il y a quand même quelque chose que j'aimerais citer, parce que, mine de rien, il faut se souvenir de ça. Quand on est enfant, on est dépendant de ses parents. On est dépendant, alors, de ses parents ou de sa communauté, en tout cas de l'endroit où on est arrivé, finalement. Et pendant très longtemps, pour les humains, on n'était pas juste avec 2 parents dans une maison et c'est tout, ou dans un appartement, etc. On avait une grosse communauté d'humains qui étaient autour de nous. Et donc, on avait cette communauté à disposition pour s'élever. Il y a une pas une citation, mais il y a un proverbe qui est « Il faut tout un village pour élever un enfant », qui provient de cette époque-là, tout simplement. Pas juste en termes de charge pour les parents, bien sûr, mais aussi en termes d'apprentissage des relations humaines, tout simplement, et de pouvoir se sourcer dans ses interactions avec les autres et donc dans son interdépendance. Mais en tout cas, quand on est, et notamment les bébés humains, sont complètement à la merci de tout pendant très longtemps. Donc en fait, quand on est automatiquement dépendant. Ceci étant dit, on dit rarement d'un bébé qu'il est dépendant affectif. Voilà, quand on parle de dépendance affective ici, on parle du comportement qui persiste soit vers l'adolescence, soit plus tard, du coup, à l'âge adulte. Donc ça va être quelque chose d'un petit peu plus précis à ce niveau-là. Mais en tout cas, on commence tous à cet endroit-là, et donc on va en parler quand on a, entre guillemets, échoué à en arriver jusqu'au stade où normalement on aurait dû gagner notre autonomie. C'est un peu ça, devenir un adulte aussi. Et là, il y a des choses à résoudre, en fait. Et donc, en fait, la première chose, c'est qu'est-ce qui fait que, arrivé à l'âge adulte ou à l'adolescence, on identifie des schémas qui se répètent dans nos relations, où effectivement, on n'a pas cette autonomie émotionnelle et où on se sent totalement tributaire de la validation extérieure. Et on a un petit peu creusé le sujet quand même, on a préparé notre épisode. Et l'origine vient, mais en fait, la quasi-totalité, j'ai envie de dire, de tous les troubles dans les relations ou dans les comportements, j'ai envie de dire que, allez, 99%, ça a une origine dans l'enfance et principalement par des carences émotionnelles. Ce qu'on appelle carence émotionnelle ou négligence émotionnelle, c'est un concept qui a été développé par Jonice Webb, une docteure psychothérapeute américaine, qui parle de childhood emotional neglect. Et en fait, c'est toutes ces négligences qui ne sont pas forcément, comment dire, un parent peut avoir été aimant sous tout rapport. C'est pas mal intentionné. Voilà. C'est pas mal intentionné, c'est pas forcément volontaire. Bon, il y a parfois des violences émotionnelles qui sont volontaires, dans certains autres cas, mais là, on parle des négligences émotionnelles et des carences émotionnelles qui ne sont pas volontaires par les parents, mais qui entretiennent une insécurité affective et émotionnelle chez l'enfant, qui est génératrice d'un trauma. Ce qui fait qu'une fois, quand il grandit, il développe une insécurité émotionnelle en lui qui va se répercuter sur son rapport vis-à-vis de lui-même et son rapport vis-à-vis des autres. Notamment par une faible estime de soi, la peur de l'abandon, la peur du rejet, parce qu'il n'y a pas eu ce contenant sécure pendant la petite enfance. Et ça peut être, par exemple, je sais pas, un parent hyper autoritaire qui dit tout le temps tu vas pas pleurer quand même. Mais enfin, reprends-toi, etc. Tous des petits détails, même des petites phrases qui, cumulées les unes après les autres, ont fait intégrer à l'enfant que l'émotion, il pouvait pas les exprimer complètement et être complètement à l'aise avec ça. Tout ça, ça conduit à une perte d'autonomie émotionnelle et peut-être demain, après-demain, plus tard, des troubles dans les relations et notamment en dépendance affective. Alors, moi, j'aimerais rajouter aussi un truc là-dessus. Ça, c'est une première version et c'est la version qui est un petit peu évidente, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on peut presque repérer les fameuses phrases où les parents lâchent des choses sur les enfants et les enfants font ce qu'ils peuvent pour essayer de se plier à la demande du parent, quand bien même ça irait à l'encontre de leur état émotionnel. Mais il y a un autre cas qui est un peu plus insidieux d'une certaine manière, j'ai envie de dire, et c'est celui que j'ai vécu finalement moi, c'est que je n'ai pas de souvenir ou d'impression d'avoir eu dans mon enfance un cadre qui avait pu être malsain ou des moments où on m'aurait empêché d'exprimer mes émotions ou des choses comme ça. Mais par contre, au contraire, il n'y a pas eu on ne m'a pas poussé à le faire non plus. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de liberté qui était comprise et acquise, donc il n'y avait pas de forme de coercition ou de choses comme ça qui étaient vécues en tant qu'enfant.
Mais par contre, il a manqué un cadre où c'était mis en avant, c'était poussé, on Mais ça, demandait. c'est une forme de négligence, en fait. Non, alors, on pourrait dire que c'est une forme de négligence. Maintenant, moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est un problème d'éducation, en réalité. Parce que si on définit la négligence comme étant tout ce que les parents n'ont pas su léguer, si eux-mêmes n'ont jamais appris ces choses-là, Mais ça fait, oui, mais là, on tombe alors, dans la négativité absolue, quoi. c'est pas, oui, le problème, c'est que le mot négligence, ça peut être pris dans un sens négatif, mais à l'origine, la négligence émotionnelle dans l'enfance, encore une fois, elle n'est pas d'un point de vue péjoratif pour les parents, parce que souvent, d'ailleurs, les carences émotionnelles vécues chez le bébé, du fait des parents, c'est parce que les parents eux-mêmes n'ont pas cette sécurité émotionnelle Mhm. et qui, du coup, la transmettent parce qu'en fait, ils font La ce qu'ils peuvent transmettre, avec oui. ce qu'ils ont. En fait, j'aimerais jouer sur les mots, c'est-à-dire Ouais. que carence et négligence, c'est deux choses très différentes. C'est-à-dire que carence, c'est un nom, donc c'est un état de fait, c'est-à-dire il manque quelque chose. La négligence, c'est un verbe, Ouais, c'est c'est vrai. négliger, tu vois. Donc là, on parle d'une action. Donc c'est pour ça que l'action va être plus connotée négative parce qu'elle produit un résultat négatif qui est la carence. Ouais. Alors que si on dit simplement il y a présence de carence, oui, il peut y avoir présence de carence pour des tonnes de raisons qui ne sont pas que du fait des parents, puisque on le sait aussi aujourd'hui, les parents ne sont pas là pour remplir l'entièreté Non. entre guillemets des choses à C'est ça, remplir chez les c'est enfants. Ils vont simplement donner leur maximum. Et donc il faut pas, j'ai pas envie non plus de dire aux parents, quoi que vous fassiez, Ça va être la vous merde. serez Ça va négligent être la en fait. merde. Ouais. Et ça, c'est très démoralisateur C'est finalement. hyper culpabilisant. Donc il faut se rappeler que on fait toujours notre maximum Mhm. en tant que parent. Et parfois notre maximum, c'est quand on est nous-mêmes très amputés émotionnellement. Notre maximum, il est pas énorme, ok, mais on essaie quand même de faire ce qu'on peut. On essaie de gérer comme on y arrive. Mais l'important, c'est d'être plutôt objectif justement sur l'état des carences chez les enfants. Et si on n'est pas en capacité de le faire nous-mêmes, peut-être d'aller s'adresser à d'autres personnes. Donc ça peut être très bien le psychologue du collège, ça peut être d'autres choses, parce que évidemment les enfants vont avoir des comportements qui vont venir révéler ensuite la présence des carences. Et là, le but, c'est pas que les parents s'affolent en disant ça y est, on est des échecs et on a raté notre vie, mais plutôt de se dire ok, il y a des choses que nous-mêmes on n'a pas su avoir, donc on saura pas forcément les donner si on les a pas apprises entre-temps. Donc voilà, je voulais jouer un petit peu sur ces mots-là parce que ça me paraissait important de replacer le cadre. Mais au-delà de ça, au-delà du cadre de la figure parentale, il y a aussi tout l'environnement qui peut être insécure, donc le contexte dans lequel les enfants vivent. Il y a aussi tout ce qui est la sphère sociale. Donc en fait, à l'école, on le sait, les enfants sont horribles entre eux. Moi, pendant des années, j'ai eu du harcèlement scolaire. Mais en fait, c'est assez intéressant parce que tu remarques quand même chez une personne qui, à l'arrivée à l'âge adulte, reproduit des schémas de dépendance affective, dans le sens où c'est pas péjoratif de dire dépendance affective, c'est juste de dire personne qui a besoin de la validation extérieure pour se sentir légitime et pour se sentir assez. Et en fait, quand tu regardes l'enfance, même si les parents ont peut-être pas eu forcément de carence affective, mais qu'à côté de ça, tu as un enfant qui, de base, est perfectionniste dans son caractère. Et puis, à côté, il a été à l'école et puis il a eu du harcèlement. Et puis, il a été critiqué pendant des années. Et puis après, il y a eu un enchaînement de choses qui fait qu'il a peut-être pas eu beaucoup d'amis. On sait pas. Tous ces enchaînements de choses vont être marqués. C'est comme une empreinte dans le corps, dans les cellules, parce que tu as beau, à l'âge adulte, te dire, voyons, il faut que je fasse confiance à mon partenaire, ou, mais enfin, je sais que c'est mes amis, je sais que je suis grand et autonome. T'as beau le conscientiser, on en avait déjà parlé dans un précédent épisode, ton corps enregistre dans les cellules tous les traumas et tous les nœuds, toutes les tensions qui sont restées. C'est comme des nœuds qui sont restés dans le corps, en fait. Et donc, il faut le sortir parce que c'est vachement problématique, en fait, d'être dans une relation de dépendance affective. Et il y avait une phrase que j'avais lue que j'aimais bien, c'est la dépendance affective, ce n'est pas aimer trop, c'est aimer mal. Parce qu'en fait, c'est un amour qui n'est pas sain. Donc, ce n'est pas un amour. Donc, ce n'est pas un amour. La dépendance affective, une relation où il y a un des deux personnes qui est dans un état de dépendance vis-à-vis de l'autre, ou qui a un état de codépendance, dans ces cas-là, les deux sont dans cette espèce de recherche que l'autre vienne remplir son vase. Dans les deux cas, c'est pas de l'amour, en fait. C'est ça. Mais de toute manière, tout ce qui va être de l'ordre de l'affectif, justement, quand on est enfant, on a besoin de recevoir l'amour de nos parents de manière inconditionnelle. Et c'est très difficile de le recevoir de manière inconditionnelle. Donc, il y a un moment donné où on a enregistré l'information qu'il fallait qu'on rentre dans un certain type de comportement
pour pouvoir recevoir cet amour-là. C'est ça. Pour être assez. Et donc, c'est... Assez signifiant méritant de cet amour. C'est ça. Et il y a une autre des formes possibles, enfin d'origine possible de la dépendance affective arrivée à l'âge adulte. Ce sont des enfants qui ont été très tôt responsabilisés, à qui on a demandé beaucoup de choses et qui ont dû prendre beaucoup sur eux et qui ont dû faire passer les besoins des autres avant les leurs. Et ça, c'est l'élément. Je pense que ça serait ça peut-être l'élément qui ferait qu'on identifierait facilement la dépendance affective, c'est faire passer les besoins des autres avant les siens et rechercher la réassurance court terme via toutes les attitudes et les petits moyens qu'on pourrait trouver pour avoir cette espèce de réassurance immédiate de OK, l'autre est là pour moi, je suis vue, je suis reconnue, je suis aimée, je vais pas être abandonnée, je vais pas être rejetée. Et tout ça, c'est des espèces de micro-rassurances qui ne viendront jamais remplir une estime de soi et une confiance en soi qui est déjà de base insuffisante. C'est ça, c'est une stratégie court-termiste. C'est ça. Et l'idée, ça va être de plutôt aller en profondeur pour tomber sur une stratégie long terme qui permette ensuite de remplir son vase. Et puis, à partir de là, de pouvoir avoir des relations qui sont beaucoup plus saines, finalement. Parce que, en plus de ça, stable. Ouais, stable. Et puis, dans ce système de dépendance affective, on a le risque de tomber dans le côté syndrome du sauveur et de la victime, parce que peut-être que celui qu'on a en face, il va sentir qu'on est complètement perdu, anxieux, etc. Donc, il va vouloir nous sauver, nous rassurer constamment. Et en fait, ça va être un échange qui n'est pas mature, où il n'y a pas de communication saine et où tout se joue dans les craintes, les peurs, les projections, les attentes, Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est comme ça que je le vois. Oui, mais également, je refais la même comparaison que tout à l'heure. Ça, c'est la version un peu évidente. Oui. Et tu as évidemment la version plus pernicieuse du syndrome du sauveur où, en ce qui me concerne, je l'ai vécu aussi. Ok. Même quand tu as un certain niveau de sanité à l'intérieur de toi et d'autonomie, etc., tu essaies de pousser la personne vers le mieux, en fait, d'une certaine manière. C'est comme ça que toi, tu l'envisages. Mais finalement, c'est quand même dire à la personne de manière implicite, tel que tu es, ce n'est pas suffisant. Donc tiens, voilà des choses pour changer qui tu es. Mais attends, mais là, quand tu parles de ça, c'était quand toi, t'étais dans une forme tu dépendais de l'autre? Alors moi, j'étais pas dans une forme de dépendance, mais par contre, je créais une forme de dépendance chez l'autre en étant, entre guillemets, son sauveur, en lui présentant les solutions pour changer les choses que je voyais n'allaient pas. Donc cette personne s'était mise en posture de dépendance? Oui. D'accord, donc je pensais que c'était dans l'autre sens. Elle s'était mise, ou en tout cas, elle y était entrée, de gré ou de force, d'une certaine manière. Et nécessairement, il y a un effet miroir, et donc moi aussi, je devais avoir un petit degré, en tout cas, de dépendance à ce niveau-là. Mais voilà, il y a des formes plus pernicieuses, tu vois, où t'as l'impression d'être plutôt très bien, la personne a l'impression d'être plutôt très bien, mais on s'enclenche dans des comportements où on invalide notre état actuel. Donc, comme un parent invalide les émotions de l'enfant à ce moment-là, et en fait, on s'invalide en disant, tiens, il faut que tu changes ça, il faut que tu ailles constamment de l'avant, parce qu'en fait, tu n'es jamais suffisamment bien. Et comme il n'y a pas de stade réel. Alors ça, c'est quand du coup, toi... Tu peux tomber dans ça à l'infini, en fait. Mais tu peux aussi l'avoir dans l'autre sens, c'est-à-dire où tu te sens jamais assez. Et du coup, tu vas constamment chercher à devenir mieux, différent, etc., par projection de ce que tu penses que l'autre attend de toi, au lieu de juste partir du principe que si on m'aime, on me prend comme je suis, à prendre ou à laisser, et sinon... Voilà, avec en plus le côté je sais que je suis faillible, et donc je vais pas simplement imposer toutes mes qualités mais aussi mes défauts à la personne en face, et puis c'est tout. Évidemment, c'est être capable de travailler dessus aussi. En fait, pour pouvoir dire on me prend comme je suis, il faut démontrer qu'on est authentique dans un premier temps. Parce que si tu ne te montres pas comme étant authentique et que tu as des façades, personne n'a envie d'accepter ta façade. Et dans la dépendance affective, en fait, c'est une façade. Enfin, je dis pas que quand on est en dépendance affective, on est complètement fake, mais juste qu'on a mis en place tellement de stratagèmes pour éviter d'être mis à nu, entre guillemets, et d'être délaissé, parce qu'on a tellement une faible estime de nous-mêmes. Enfin, moi, je suis passée par là, et j'ai eu beaucoup d'harcèlement, il y a eu d'autres choses, il y a eu sûrement des carences émotionnelles dans l'enfance, il y a eu plein de choses, mais en tout cas, je sais que à une époque, jusqu'à l'année dernière, dans mes relations amicales ou affectives, amoureuses,
si je n'étais pas constamment rassurée ou si en face, le comportement devenait légèrement distant, plutôt que d'être en capacité de poser les choses et de dire clairement, écoute, là, j'ai une question, c'est pas très clair, je me positionnais dans une espèce d'anxiété et d'état d'alerte de qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis pas assez? Et c'était jamais une remise en cause de l'autre, en quoi ce que l'autre fait me fait du mal. C'était toujours qu'est-ce que moi j'ai mal fait pour qu'il parte ou qu'il s'éloigne. C'est ça. Et là on constate quelque chose qui est assez important, c'est que, en fait, quand on est dépendant émotionnellement ou affectivement, on n'a pas la compréhension de nous-mêmes, puisqu'on fait passer les besoins des autres avant nous. Et donc, si on n'a pas par extension, si on n'a pas la compréhension de nous-mêmes, on n'a pas la compréhension de l'autre. Donc, en fait, on est constamment à faire revenir les choses à soi. Donc, par exemple, comme tu disais, qu'est-ce que j'ai fait, plutôt que de se demander si c'est pas la personne en face qui, elle, toute seule, a eu un comportement. En fait, il y a des déclencheurs, évidemment, des situations, et les déclencheurs ne sont pas tous venant de nous-mêmes. C'est ça. Et en plus, ça pourrait apparaître comme étant quelque chose un peu de narcissique, en mode il rapporte tout à lui, tu vois. Mais c'est pas ça. C'est juste que il y a un tel doute de sa propre personne et de sa propre valeur et de fait de ok, je prends ma place, je sais dire non, je sais dire oui, je sais ce que je mérite. Il y a une telle carence à ce niveau-là que, en fait, par défaut, tout ce qui va être autour, qui va se dérouler autour de nous et qui va nous mettre en état d'alerte ou nous faire penser que il y a un problème, on va forcément tout de suite se dire ah bah c'est moi le problème, j'ai mal fait. C'est une stratégie d'adaptation en fait au global, à l'environnement finalement. Et c'est terrible parce que comment dire, c'est assez terrible parce que en plus de ça, en plus d'avoir cette faible estime de soi, quand on a cette forme de dépendance affective, on va en plus, mais c'est encore le sujet des polarités et des effets miroirs, on va attirer à soi des gens qui, en face, vont nous trigger de ouf notre dépendance affective parce qu'on va attirer notre contraire. Donc, souvent, des personnes qui ont un attachement évitant ou désorganisé. Et où, du quand coup, on est anxieux, et donc inversement. Quand on est anxieux, et du coup, tu te payes la double dose d'être dans le doute permanent et d'avoir besoin d'être à la réassurance extérieure pour te sentir validé et légitime. Et en plus de ça, si tu tombes sur des gens qui, en plus, ont du mal eux-mêmes à être sécures avec les autres et eux-mêmes, bah, c'est la double peine, en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que la relation, en général, finit par foirer. Ça devient trop toxique. Donc, ça peut... Je sais pas, j'ai pas d'études statistiques que j'aurais fait depuis X années, mais je pense qu'on est d'accord pour se dire qu'une relation qui est basée sur un système de codépendance ou de dépendance affective ne peut pas durer éternellement. Et le problème, c'est que quand elle s'arrête, la rupture est extrêmement difficile pour la personne qui est en dépendance affective. C'est vécu comme un traumatisme de plus. Et le jour où elle va re-rencontrer quelqu'un, elle va à nouveau avoir peur de cet abandon. Donc, elle va se remettre dans le même schéma de dépendance. Et il va se passer la même chose. Elle va se dire, de toute façon, j'ai l'habitude. C'est comme ça à chaque fois. Donc, c'est ce que je mérite. Voilà, je ne mérite que ça. De toute façon, je suis faite que pour ça. Mais y a-t-il des solutions? Bien sûr qu'il y a des solutions. Mais c'est vrai que dans un premier temps, il faut repérer. Et pour repérer, ça tombe bien, quand ça fait mal, en général, on le sent. Ouais. On le repère. C'est douloureux. Comme je disais, parfois même, moi, ça m'est arrivé, crise d'angoisse, par exemple, crise de panique. Genre, par exemple, ça aurait pu être quoi un déclencheur de crise d'angoisse? Alors, chez moi, c'était... alors, j'ai un événement en tête. Ouais. Alors, il faut que je déroule un tout petit peu l'histoire. Contexte. Parce que c'est assez nuancé okay. Dans la compréhension de mes propres réactions. Mais donc, j'étais en couple avec cette jeune femme depuis quelques mois. Mais en fait, on se voyait déjà depuis longtemps avant ça. Donc ça avait pris du temps à se mettre en place. Mais c'est simplement que non. Ce qui avait pris du temps, c'était l'officialisation. Voilà. Officieusement, en fait, on se courtisait depuis un certain temps déjà. Tu me fais trop rire avec tes petites termes. Parce que c'est à ça que ça ressemblait. Hein. Globalement, c'était très très gentil. Je faisais de la cour pendant quelques mois. Très mignon et un peu le plus caché possible, on va dire. On voulait pas que tout le monde le sache, etc. Enfin bref. Donc et cette jeune femme un jour est partie en soirée. Voilà, peu importe. Jusque-là, pas de problème. Et à l'époque, on s'envoyait des choses sur Snapchat, je crois. Donc j'avais dû recevoir une vidéo de la soirée parce que voilà, elle faisait des petites vidéos de temps à autre.
Et j'ai vu à un moment donné qu'elle avait une cigarette à la main. Ok. Et si tu veux, dans mon éducation à moi, la cigarette, évidemment, nos parents ont essayé de faire en sorte qu'on n'y touche pas du tout. Et ils ont plutôt réussi. Mais ce que ça a fait, c'est que ils ont réussi à le faire par la peur, d'une certaine manière. Ok. Donc en fait, moi, j'avais peur de cette chose-là. Et je me disais, c'est une addiction. C'est mal. Je sais qu'une addiction, le principe, c'est que c'est très difficile d'en sortir, Ouais. que ça peut être une pente glissante où ça devient de pire en pire pour la personne qui subit l'addiction. Et donc, quand tu es en couple avec une personne en addiction, potentiellement, tu subis Ouais. par extension les choses, tu vois. Donc, quand tu es en couple avec quelqu'un qui fume, si la personne se met à fumer de plus en plus et dans la maison, dans les espaces de vie, etc., et que toi tu ne l'es pas, bah forcément ça vient devenir difficile. Ça empiète sur ton propre espace. Ça demande des discussions compliquées qui ont trait à l'émotionnel chez la personne en face. Donc tu te doutes que discussion compliquée égale potentialité de rupture. En fait, c'est comme ça que le raccourci se fait dans le cerveau d'un anxieux. Finalement, c'est conflit égale rupture. Et puis, en fait, ces petits éléments, c'est la fin du monde. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, quand j'ai vu ça, moi, j'ai extrêmement paniqué en me disant, je ne savais pas ça d'elle, alors que je la connais depuis si longtemps. Est-ce qu'elle me l'a caché ? Si oui, ok. donc est-ce qu'elle me l'a caché? Si oui, c'est grave. Est-ce qu'elle est addicte? Si oui, c'est grave. En fait, il y avait plein de cas soudainement dans ma tête où je me disais, il y a plein de motifs de rupture soudainement. Et je ne voulais surtout pas la rupture, évidemment. Ouais, c'était ça, en fait. Toi, ce qui t'angoissait, c'était la perspective qu'il y ait des choses qui se déclenchent et qui amènent à une rupture parce que ça aurait provoqué ta solitude. Exactement. Et là, du coup, comme j'avais cette dépendance affective pour me valider, donc cette relation me validait dans un sens, puisque n'en ayant pas eu pendant très longtemps avant, quand je l'ai finalement obtenu, entre guillemets, eh ben, j'étais très heureux et très content. Mais pas que je le perde. Comme je ne savais pas, en fait, quand ça te tombe un peu dessus, tu n'estimes pas que c'est de ton propre fait. Et si ça n'est pas de ton propre fait, c'est de la chance. Si c'est de la chance, eh ben, tu as autant de chance, finalement, que ça s'arrête, mais surtout que ça ne se reproduise plus jamais. C'est le principe de la chance, c'est que ça peut arriver plein de fois d'affilée ou 0 fois pendant très longtemps. C'est ça aussi. Donc, quand tu es complètement hors contrôle, eh ben, tu veux pas perdre ce que tu as obtenu, même par chance, parce que tu te dis, si ça se trouve, je l'aurai plus jamais derrière. Donc, il y avait ça. Donc, cette dépendance, elle était créée par le fait que j'avais obtenu quelque chose qui avait beaucoup de valeur à mes yeux. Je me sentais extrêmement bien dans cette relation à bien des égards. Mais par contre, j'avais extrêmement peur de la perdre parce que si je la perdais, eh ben, vu que je n'avais pas l'impression d'y être arrivé par mes propres moyens, c'était difficile de rester calme en fait à la perspective voilà que ça pouvait s'arrêter si j'en venais à vouloir poser une limite sur la cigarette ou sur des choses comme ça, tu vois, ou juste d'en discuter et que la personne me dise non mais c'est important pour moi, je n'arrêterai pas ça, et donc que tu te dises bah en fait c'est pas dans mes valeurs, donc je préfère qu'on arrête. Et c'est ça, j'avais pas cette force là à l'époque. Alors c'est hyper intéressant parce que enfin je me reconnais exactement dans ce que tu dis, ce côté punaise, en fait là j'ai de la chance, j'ai quelqu'un qui s'intéresse à moi. Donc les moindres petites failles ou les petites choses où j'aurais pu effectivement me mettre à douter ou poser des mots pour dire là ça me va pas, je suis pas d'accord, je m'empêchais d'avoir ces mots-là ou ces prises de communication par anticipation et anxiété à l'idée que ça puisse s'arrêter et qu'on puisse me rejeter. Donc je comprends totalement, mais il faut que je retrouve mon fil. Il y a aussi le côté désorganisé dans l'attachement, c'est-à-dire que tu peux avoir cette forme de dépendance affective. Et comme tu sais que tu as cette anxiété terrible quand tu es avec quelqu'un en relation, tu te mets à adopter des stratégies d'évitement qui sont de la contre-dépendance affective. C'est-à-dire que tu te mets à éviter les connexions plus profondes parce que par anticipation de l'anxiété que ça va générer s'il y a cette connexion et que l'autre part. Donc là, on est sur un truc encore un peu plus subtil. J'ai pas vécu, mais j'ai eu quelqu'un en face de moi qui était comme ça. Voilà. Et au tout début, très très rapidement, cette personne m'a dit, presque avec le sourire, me disant « Ah mais moi, je ne m'attacherai pas ». Et je l'ai regardé et je lui ai un peu rigolé au nez, j'avoue. Et je lui ai dit « Ben, dans ce cas, tu peux rentrer chez toi si tu veux, parce que si on reste ensemble, tu vas t'attacher. » Et elle a dit quoi? Ben, elle m'a regardé en mode « Ah, c'est intéressant. » Clac. Touché. Coulé. Et finalement, elle est restée. Finalement, ça a duré longtemps derrière. Mais il y avait cette stratégie ensuite quand même derrière de je veux pas aller trop loin, je veux pas aller trop vite, parce que si jamais
En fait, c'est dans une relation, le niveau de l'attachement est corrélé au niveau de la douleur si jamais ça s'arrête. Je suis en train de me poser une question. Allons-y. Je suis en train de me demander dans quelle mesure la culture de notre société actuelle qui, comment dire, n'est pas hyper encourageante dans tout ce qui est relations sérieuses et dévouées et engagées. Je me demande dans quelle mesure ce côté-là de la société qui cultive un peu la légèreté, la facilité, la rapidité de la relation, les applications de rencontre et tout ce que tu veux, est-ce que ça ne peut pas augmenter ou on va dire causer peut-être l'émergence de plus en plus de styles d'attachement évitants et par effet de ricochet des dépendances parce que du coup tu as des gens qui souffrent d'autant plus de ce manque de clarté générale, etc. Je sais pas, je me demande. Alors, j'ai quand même tendance à penser que les styles d'attachement se repèrent a posteriori, c'est-à-dire qu'à un bon moment, tu regardes les différents éléments qui constituent le comportement et tu peux dire, ok, ce comportement est tel. Je doute que le comportement se forme aussi tard, puisqu'on l'a dit, ça vient de l'enfance, ça vient de tas de choses comme ça. Donc, a priori, une personne se révélerait être évitante ou anxieuse ou désorganisée au travers des événements qu'elle vit et donc potentiellement si elle rentre dans cet effet de culture par simple suivi social. Ok, mais pour moi, c'est pas la culture elle-même qui t'amène à devenir de cette manière. Mais ça doit pas aider. Parce que si tu regardes il y a 30-40 ans, il n'y avait pas ces mêmes... Alors, tu me diras, ça veut pas dire que les gens étaient très heureux en couple, hein, j'en sais rien. Mais j'ai pas l'impression qu'il était plus. Il était plus. On a quand même des deux. Ah ouais? Ouais. Alors du coup, je dis pas que c'est la cause de plus en plus de personnes évitantes, mais je me demande si ça ne fait pas que rendre d'autant plus difficile les évitants de travailler sur ça. Parce que tout est fait autour, tu vois, pour valider en fait ce comportement de le rapprochement émotionnel, nanana. Il y a ce côté surtout, je peux me cacher derrière mon téléphone. Oui. Et c'est surtout ça en fait qui c'est problématique. Aide et à la fois n'aide pas du tout les évitants, c'est que on peut se maintenir à distance tout en maintenant des canaux de communication. Alors qu'à l'époque, où il n'y avait pas le téléphone portable dans les mains de tout le monde et notamment pas les smartphones, eh bien à un moment donné, pour voir la personne, il fallait que tu ailles voir la personne, quoi. Donc c'était pas en s'écrivant des lettres que tu maintenais véritablement quelque chose qui n'était pas encore déjà formé, quoi. Donc finalement, oui, aujourd'hui, c'est plus difficile pour les évitants parce qu'ils peuvent facilement tomber dans un cycle où on se parle, on a l'impression que les messages nous permettent de s'ouvrir énormément, chose qui est le cas, mais c'est un plafond de verre. T'as des évitants qui sont en relation, mais comme on dit, les sex friends, les machins comme ça, les trucs où il y a pas d'engagement. Oui, c'est aussi des manières de ne jamais aller à fond, bien sûr. Mais ça finit toujours par te revenir en boomerang à un moment donné. Tu vois. Mais en tout cas, voilà, ils ont cette facilité environnementale à pouvoir aujourd'hui se cacher beaucoup plus et donc à renforcer leur schéma d'esquive en fait. Ouais. Mais alors du coup, toi, alors on va peut-être parler aussi de, je sais pas ce que tu en penses, mais peut-être partir sur les pistes de comment on s'en sort. Je sais pas si toi, tu t'as réussi à schématiser un peu ton évolution et te dire, ah bah oui, c'est passé ça, et c'est tout ça qui m'a permis d'avancer ou de m'en sortir. Moi, j'arrive assez bien à le... Alors, j'en avais peut-être pas conscience avant, mais c'est une rupture qui m'a envoyé dans la tronche, en fait, le vide que ça laissait, tu vois. Et ça a été... Tu connais l'expression « le cœur brisé » ? Mais je pensais même pas que c'était possible d'avoir mal au cœur comme ça, tu vois. C'était horrible, mais vraiment horrible. Et ça m'a tellement confrontée à ce vide. Alors, j'aurais pu avoir le choix de, je sais pas, vite remplir avec quelqu'un d'autre ou autre. Mais je l'ai tellement pris de pleine face et je me suis tellement rendu compte de choses que je savais déjà avant. Je savais déjà qu'à la base, j'avais une faible confiance en moi. Je savais déjà qu'il y avait tous ces trucs de base le perfectionnisme, la peur du regard des autres. Je l'avais déjà tout ça. J'avais travaillé dessus toute seule. Mais je l'avais jamais vécu dans l'interaction d'une relation amoureuse. Et en fait, moi, la première truc, ça a été vraiment de prendre conscience. Et il y a quelqu'un que j'ai rencontré après qui m'avait dit un jour, je sais plus comment il m'avait dit ça, mais
qui m'avait parlé de remplir son vide, enfin son vase avant, tu vois. Et ça m'avait tellement marqué. Je m'étais dit, mais en fait, oui, si moi-même, je m'apporte pas le all-in, je ne peux pas attendre des autres de me donner quelque chose que je ne me donne pas moi-même, en fait. De un. Et je ne peux pas compter sur les autres pour me sentir exister et valider. Parce qu'à un moment donné, c'est une histoire de soi avec soi-même. Donc, il y a eu déjà toute cette prise de conscience de, en fait, c'est quoi les schémas de pensée que j'ai? C'est quoi les trucs qui m'angoissent? Et après, j'ai redéroulé dans ma tête tout le fil, même depuis l'enfance. J'ai regardé les événements, l'adolescence, les relations amicales, etc. Et j'ai vu que c'était les mêmes schémas qui se déroulaient, même dans mes amitiés. C'était différent avec des amitiés avec des femmes, bien sûr, que des relations amoureuses, mais c'était les mêmes petites choses qui faisaient que c'était potentiellement activateur d'anxiété. Quelqu'un qui ne répond pas aux messages, quelqu'un qui te laisse en plan, qui ne te tient pas au courant, etc. Alors que il suffit que moi je dise, écoute, j'ai besoin d'une réponse, mais ça me mettait dans cet état d'anxiété. Donc j'ai identifié tous ces schémas-là, j'ai essayé de déjà de les conscientiser, et ensuite il y a eu tout un travail de fait en psychotrauma du coup, d'aller justement dans le corps, descendre dans le corps pour aller faire remonter les peurs qui sont dessous. Parce que derrière j'ai pas de message, il me répond pas assez vite, ça m'angoisse. C'est quoi qu'il y a dessous comme peur, en fait? C'est pas le fait de pas recevoir un message, c'est qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ça me fait dire? Qu'est-ce que ça me fait ressentir à la perspective que quelqu'un ne daigne pas me répondre? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça me fait ressentir dans ce que l'autre pense? Et donc, ça a été tout ça. Donc, il y a eu un gros travail au niveau psychosomatique, j'ai envie de dire. Donc, faire remonter les informations du corps pour les nettoyer. Et donc là, c'est plutôt la partie féminine parce que je parle en tant que femme. Ça a été beaucoup les pratiques corporelles qui m'ont aidée. Tantra, danse, méditation, toutes ces choses-là qui apprennent à reprendre conscience de son corps, de ses limites, de ses désirs, de ses besoins, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Et ça permet petit à petit, en tout cas pour ma part, de retravailler la confiance en qui je suis. Et toi, tu parlais aussi de la preuve de la confiance en soi, et ça, je trouvais ça intéressant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la confiance en soi, on sait qu'on l'a quand on arrête de se poser la question, finalement. Ouais. Et quand est-ce qu'on arrête de se poser la question? Eh ben, tout simplement quand on s'est prouvé suffisamment de fois qu'on était capable de le faire, de faire ce pourquoi on cherche à avoir la confiance, finalement. Et donc, paradoxalement, quand tu l'as, tu ne te poses plus la question. Donc, ce que ça veut dire, c'est que il te faut t'exposer suffisamment de fois et aboutir au résultat escompté suffisamment de fois pour savoir que tu es capable d'y arriver par toi-même. Donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, cette fameuse relation que j'avais, comme elle m'était tombée sur le coin du nez d'une manière inattendue et que j'ai pas eu l'impression d'avoir fait quelque chose de moi-même pour y arriver, je n'arrivais pas à considérer qu'elle était de mon fait. Donc, à la limite, je pouvais me dire, oui, peut-être qu'elle aime un peu mon physique ou peut-être qu'elle aime des traits de caractère ou des choses comme ça, mais ça me paraissait quand même très aléatoire la manière dont ça pouvait arriver. Okay. Et donc, ce que j'ai appris plus tard, c'est que il y a... Pardon, j'ai éternué. Ce que j'ai appris plus tard, c'est qu'il y a des comportements qui sont, attendus, mais surtout nécessaires. Et donc, c'est là où j'ai commencé à rentrer dans le monde des polarités, etc., et que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des choses qui étaient plus alignées avec moi que d'autres, tout simplement, et qu'en allant vers cet alignement, en allant vers chercher ces qualités, ces vertus qui étaient en plus belles, pas juste pour moi, mais pour tout le monde, et ben ça provoquait cet effet d'attraction aussi de l'autre côté. Donc j'ai fini par comprendre qu'il y avait du gagnant-gagnant. Donc en gros, en développant des qualités auxquelles tu aspirais, en travaillant dessus, et ben ces qualités sont aussi les choses qui sont recherchées par les personnes en face. Et ça validait le fait donc, que... plutôt que de tomber dans une pure création d'attraction, entre guillemets, factice. C'est-à-dire factice, à travers des méthodes psychologiques, à travers des tricks, comme on dit. Séducteur.com. Ce qui existe, je veux dire, il y a un moment donné, le cerveau, il a certains fonctionnements, plus on avance et plus il est documenté aussi, donc plus les humains ont accès à cette connaissance de se dire, quand je fais telle ou telle chose, il y a tel principe psychologique qui se met en place chez les gens en face. C'est ce qui est utilisé aujourd'hui dans les médias et dans plein de choses comme ça pour orienter les discours et pour orienter les réactions, notamment. Et donc c'est la même chose en séduction. On peut
l'expression qui se fait employer, c'est on peut aller appuyer sur les boutons de la personne en face pour déclencher certains comportements. Mais donc c'est factice. Ceci étant dit, c'est comme une arme à feu. Tu peux l'utiliser pour te défendre et tu peux l'utiliser pour faire du mal. C'est deux choses qui sont différentes. Et donc ici, avoir ces connaissances psychologiques, ça a permis de les mettre au service de quelque chose qui était du coup ses qualités, ses vertus, tout en sachant que le résultat final de ça, c'était que ça me reviendrait de l'autre côté. C'était et pas juste dans les relations amoureuses, mais aussi dans tous les types de relations. Puisque ce que j'ai très vite constaté quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'est que mes relations familiales se sont améliorées grandement, mes relations amicales se sont améliorées grandement, et mes relations avec les inconnus aussi se sont améliorées grandement, puisque j'étais quelqu'un de très timide qui avait du mal à établir le contact avec des gens que je ne connaissais pas. Il me fallait beaucoup de temps d'observation avant de pouvoir me sentir légitime, à l'aise, etc., de partager des choses de moi. Et donc, en m'exposant et en partageant, en me disant que c'était comme ça qu'il fallait faire et que par ailleurs me reviendraient plus tard les bénéfices, donc en faisant confiance au processus d'une certaine manière, eh ben, je me suis prouvé encore et encore que ça fonctionnait en fait. Donc, je l'ai fait. C'est un peu l'expression anglaise « fake it till you make it » d'une certaine manière. On m'a expliqué que ça fonctionnait comme ça. On m'a dit, écoute, c'est un peu le jeu du marshmallow, je t'en file un, et si t'attends suffisamment longtemps, t'en auras un deuxième. Et ben, c'est un peu ça. Donc, fais les exercices, fais les choses, fais comme si tu avais déjà ces comportements-là, vise les comportements qualitatifs que tu souhaites avoir plus tard. Un, ça va te permettre de les incarner, donc de les apprendre dans le corps et donc dans le cerveau. Et deux, tu vas recevoir les bénéfices de cette chose-là de manière authentique. Et donc, ça va te permettre de marquer coup après coup après coup que c'est comme ça que ça fonctionne, et donc ta confiance en toi augmente de fait. Donc le but, ça n'a jamais été la confiance en soi, le but c'était les valeurs elles-mêmes. Donc j'ai envie d'être quelqu'un qui est humble, sérieux, stable, clair, qui ne ghoste pas, qui s'excuse quand il fait une bêtise, etc. Et donc en visant ces comportements-là, donc là, tu vois, on est dans le faire, et c'est là où on retrouve aussi la partie masculine, du coup. Donc là, je réponds aux côtés de la question que tu m'as posée. C'est pour nous, ça va être surtout aller le faire. Donc avoir cet idéal de virilité, j'ai envie de dire. La virilité, c'est vraiment cet ensemble de qualités que les hommes s'imposent sur eux-mêmes pour pouvoir transcender leur état de base, qui est pas hyper intéressant finalement. Et de s'imposer une transformation à travers les âges, parce que nous n'avons pas de processus biologique qui nous sépare entre l'enfance et l'adulte, finalement. Donc si on n'a pas ce passage... Alors, oui, à l'époque, il y avait beaucoup de rites de passage, donc c'est des moments qui sont clés, qui sont charnières. Ok, donc on peut essayer de se les créer aussi. Ça peut faire partie des choses. Donc quand on sait qu'on est dépendant affectivement, et bon, on peut se créer des situations où, entre guillemets, on se fait le baptême du feu, qu'on va passer à travers des situations un peu compliquées. Donc j'ai donné un exemple là-dessus. J'avais donc, par exemple, pour les problèmes de jalousie, qui était donc une dérivation de la dépendance affective, je me suis mis à simuler dans ma tête les scénarios où elle te trompait, non, pas forcément elle me trompait, mais où les signes que j'avais pu voir. Donc il y a eu un moment vers la fin de la relation où j'avais vu qu'elle commençait à être attirée par quelqu'un d'autre de sa classe. Je ne me suis pas dit qu'elle allait me tromper ou quoi que ce soit, donc j'ai continué à maintenir ma confiance. Par contre, j'ai évidemment vu les signes et je me suis dit, il y a quelque chose. Et vu que très peu de temps après, j'ai acté la séparation, je savais que soudainement, elle était libre d'avoir ce champ, de pouvoir aller voir cette personne si elle le voulait. Et ça me faisait du mal, ça me rendait jaloux finalement. Parce que vu que j'avais vu les signes pendant qu'on était encore ensemble, il y avait cette espèce de jugement de valeur de il est meilleur que moi en fait, il est mieux que moi, donc elle va aller clairement vers lui et pas vers moi, puisque notre relation est en train de s'arrêter. Et donc je me suis projeté dans ces choses-là, je me suis presque fait auto-mal tout seul pour ensuite plonger dans cette expérimentation, dans la douleur, etc. Et de me dire, mais finalement, est-ce que c'est vraiment comme ce que je crains ? Et finalement non. Et en fait, après, ça m'a permis, à un moment donné, on s'est revus, même beaucoup plus tard, des mois plus tard, et j'ai pu lui parler de ça en face à face, et elle a été extrêmement surprise, parce que je lui ai dit, alors, comment ça s'était passé avec machin, avec un tel, et là, elle m'a regardé en mode, mais comment tu sais, premièrement, et comment ça se fait que t'es pas plus marqué que ça, en fait, finalement. Et donc là, je lui ai expliqué que, j'avais vu les signes, c'est comme ça que j'avais su, et que 2, je m'étais projeté dans ce mal-être, je l'avais simulé, entre guillemets, à l'avance, pour pouvoir le vivre, non pas en face à face, si un jour elle me disait oui, j'ai été avec machin, et de là de perdre mes moyens, et plutôt de me dire je vais le faire de moi à moi-même dans un cadre que je maîtrise. Donc c'est presque c'est pour ça que j'ai dit le baptême du feu, c'est si tu passes à travers les flammes, tu mets ta main à travers le feu,
Et puis tu te rends compte qu'en fait, ça brûle pas tant que ça. Ça me fait penser à Internal Family System, la méthode de l'IFS, où en fait, mais c'est ce que j'ai appris il y a pas très longtemps, c'est le système du pompier, du feu, et en fait, le stratagème de protection de la dépendance affective. Par exemple, insister pour qu'il te réponde, mais t'es sûr que pourquoi t'es pas arrivé? J'essaie de trouver des exemples très concrets, pratiques. De harceler la personne pour qu'elle te réponde alors qu'elle n'est pas disponible et d'être angoissée dès qu'elle te réponde pas. Ça, c'est le stratagème automatique de réassurance rapide. Et donc, le travail pour aller justement, comme tu dis, expérimenter la vraie difficulté pour la faire sortir, il faut aller la sentir. Et là, l'exercice, ça serait justement de ne pas utiliser le stratagème habituel et se laisser envahir par l'angoisse, en fait. Et là, pendant qu'on se laisse envahir par l'angoisse, l'angoisse ou autre, il y a des méthodes via notamment le corps, et là, j'en reviens encore au corps, mais qui permettent d'aller nettoyer et soulager la douleur causée par le trauma qui se répète, etc., pour le libérer, en fait. Et ce que tu disais, c'était hyper intéressant que quand tu avais fait ce travail-là sur toi, autour de toi, les autres relations s'étaient mises à bouger. Et c'est hyper vrai parce qu'à partir du moment où tu fais ce travail-là d'amour de soi, de confiance en soi, de reconnaître sa propre valeur, de connaître ses limites et ses besoins et ses désirs, etc., le monde autour se met à tourner un peu différemment. Parce que énergétiquement, tu as déjà vis-à-vis de toi-même quelque chose de tellement plus sain et de tellement plus positif que les autres en face sentent que tu n'es plus dans cette anxiété d'agrippement. Mmh. Oui. Et que du coup, ils peuvent te prendre comme tu es et tu vas pas chercher à être validé en adoptant un certain comportement pour qu'ils te reçoivent. Et ceux à qui ça ne plaira pas, il y aura pas d'échange possible, en fait. Donc, il y a ce truc-là énergétiquement qui change complètement, et ça, c'est vraiment vrai, et ça se manifeste même au niveau pas de la chance, mais c'est bizarre à dire, mais encore, on part La sur un qualité truc. des opportunités La qualité des augmente. opportunités augmente, mais d'un point de vue professionnel, d'un point de vue social, même sans que ça devienne des amitiés, les rencontres deviennent plus alignées, plus simples, parce que avec toi, tu es déjà beaucoup plus dans un rapport d'amour et d'équilibre. Et du coup, les situations qui ne te parlaient plus, qui ne sont plus possibles parce que tu as appris à respecter tes besoins, tes limites, etc., les situations, tu peux plus rester dedans. Mmh. On se lève et on se casse. J'ai pris un exemple, mais... Là, tu vois, tu disais, on se donne déjà cet amour, etc. Et c'est vrai que finalement, c'est là où on en revient. Donc, si on va permettre de relier un petit peu tout ce qu'on a dit, c'est en décidant sciemment d'aller dans la douleur, d'aller dans l'expérience. Alors déjà, le faire de soi-même, ça permet de contrôler, parce que j'entends déjà certaines personnes me dire, mais quand je subis la crise d'angoisse, c'est tellement fort que je ne peux plus rien faire. Le truc, c'est que quand on subit la crise d'angoisse réelle, c'est-à-dire la personne est véritablement pas là, absente, ne répond pas dans une situation où elle aurait dû, où il y a des signes, des signaux d'alerte réels, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on est en train de vivre la situation, la vraie. Donc c'est pour ça que cette simulation, elle est très importante parce qu'elle permet de revivre dans un environnement contrôlé. Donc quand on est tout seul chez soi, on peut organiser l'environnement, on peut se mettre la scène, de la musique qui nous rassure, on peut prévoir des stratagèmes pour ne pas tomber trop vite. Et puis après, il y a les thérapeutes aussi qui sont là pour ça. Voilà, on peut aussi aller choisir de faire ça avec des gens, mais c'est pas toujours... On n'a pas toujours trouvé quelqu'un qui nous permette de le faire correctement. On n'a pas toujours confiance dans les thérapeutes aussi, hein, il y a ça. Donc il y a plein de choses. Et puis, je sais qu'il y a certaines personnes, et c'était moi y compris, je ne me voyais pas comme nécessitant de ces personnes-là. Et donc, j'ai cherché à faire les choses par moi-même parce que ça avait plus de valeur si j'arrivais à y arriver par moi-même. Donc, faire cette simulation par soi-même, ça permet, de contrôler l'environnement, de contrôler la descente, jusqu'où est-ce qu'on va en profondeur. Parce que dès qu'on sent que c'est trop, on peut revenir au présent. Et le présent, c'est que on était en simulation, finalement. Mais ça permet quand même de repérer les émotions, de voir qu'est-ce qui touche, qu'est-ce qui fait mal. On est avec soi-même et en fait, ça permet justement de vivre l'après. Et ça, c'est extrêmement important. C'est que toutes les stratégies d'évitement
de ces douleurs-là, elles sont mises en place justement parce qu'on on veut pas la douleur. Bah oui, on veut pas les sentir. On veut pas les sentir. Mais pour la transcender, il faut la sentir. Une partie de la confiance en soi et de l'amour qu'on arrive à se donner, elle est obtenue justement quand on est passé à travers de la douleur et qu'on est allé jusque de l'autre côté et qu'en fait on s'est dit je ne suis pas mort, je m'en suis sorti par moi-même. Donc là, personne ne m'a sauvé. Je suis ressorti de l'autre côté. Ça fait moins peur aujourd'hui. Parce que voilà, on sait qu'on a la capacité. Maintenant que je l'ai vécu la première fois, je pourrais peut-être le revivre une deuxième fois. C'est pas agréable, on est d'accord, mais je pourrais peut-être y retourner une deuxième fois. Et en plus, par définition, plus tu y retournes, moins c'est désagréable. C'est ça. Alors, je valide tout ce que tu dis. Il y a un truc sur lequel je viens de penser. Je pense que c'est important d'en parler, c'est que de l'autre côté, imaginons que quelqu'un qui nous écoute est en couple avec quelqu'un d'autre et qu'il a l'impression que l'autre est dans un état de dépendance affective. C'est comme toutes les étiquettes, les pervers narcissiques, les machins et tout. Il y a aussi des fois la dépendance affective qui est utilisée à tort et à travers. Et je voudrais alerter sur un point, c'est que si des personnes nous écoutent et qu'elles sont dans une relation amicale ou amoureuse et que l'autre se fait clairement distant et clairement dans un évitement, il y a quand même des éléments qui peuvent favoriser l'anxiété parce que on peut pas être dépourvu d'affect. En fait, si demain on s'attache à quelqu'un, sans être dépendant affectif, mais demain on a des sentiments pour quelqu'un, on s'attache à une personne et qu'elle se montre distante, pas claire, qu'elle ne répond pas jamais aux messages, qu'elle n'est pas engagée, qu'on a l'impression de pas être pris au sérieux, c'est normal, j'ai envie de dire, et peut-être rassurant qu'en face ça génère une forme d'anxiété parce qu'à un moment donné, merde, tu t'attaches à quelqu'un, t'attends un retour. Donc ça veut pas dire qu'on est dépendant affectif, mais ça veut aussi dire qu'il y a un minimum quand même à respecter et que sans aller jusqu'à dire c'est forcément de la dépendance affective parce que du coup t'es anxieux j'ai dit qu'il est pas là. Bah non, à un moment donné, si en face on a en plus un partenaire qui est clairement pas prêt à se donner, s'offrir et se donner à 100% et juste être clair et être intentionnel, c'est normal et c'est humain, j'ai envie de dire, qu'en tant que personne être émotionnel et ressentant des émotions, il est normal qu'on puisse ressentir de l'anxiété, une forme de déception parce que il est aussi normal de se demander est-ce que c'est quelque chose que moi j'ai fait, et c'est aussi sain, je trouve, de se la poser la question. Est-ce que moi, dans mon comportement, il y a des choses sur lesquelles j'aurais pu faire différemment? Et ça, je trouve que c'est quand même aussi sain de se poser la question. Oui, il faut se poser la question jusqu'à une certaine limite. Voilà. Et c'est souvent cette limite-là qui est un peu floue dans les problèmes d'attachement, c'est que la limite est déplacée à un endroit où elle n'est pas normale. C'est-à-dire, tu vas avoir les personnes anxieuses qui vont se dire mais c'est sûrement ma faute, un peu trop souvent. Donc la limite est complètement déplacée. Et il faut réapprendre quelle est la normalité. Et pour ça, ça va même passer par un petit peu d'assertivité, par un petit peu d'expression de ses besoins. Donc, on retrouve toute une galaxie là de choses qui participent au mal-être, l'impression d'être trop, l'impression de prendre de la place, l'impression que les gens sont là nous acceptent par pitié aussi d'une certaine manière. C'est là récemment j'ai eu un cas comme ça qui m'a été présenté et c'était quelqu'un qui se faisait inviter pour 3 jours et qui se demandait quand même si la personne était ok et qu'elle allait pas être de trop quoi. Et donc là, on est sur quelque chose où il y a même, on a perdu une part de tangible. On a perdu une part de, si je suis invité, c'est que je suis désiré. Il y a aussi une autre piste à évoquer comme moyen de s'en sortir, même si on a évoqué pas mal de choses on passe par la douleur, l'anxiété, le corps, autre machin. On réapprend l'estime de soi par la validation de l'expérience. Voilà. Il y a aussi autre chose, en parlant des polarités. Je sais que c'est encore quelque chose de flou pour certaines personnes, mais dans les caractéristiques propres à la dépendance affective, on retrouve la recherche d'attention, la jalousie, la possessivité et l'anxiété. Ces caractéristiques-là font partie dans la notion des polarités de caractéristiques d'un féminin immature, sachant que ça peut être des caractéristiques chez un homme. C'est juste ce qu'on appelle des caractéristiques du féminine immature. Et une des pistes pour développer, au lieu de passer de la jalousie à, je sais pas, ce serait quoi le contraire de jalousie? Amour, non, compersion,
sérénité, passer de la peur à l'amour, passer de l'anxiété à l'équilibre, passer de la recherche d'intention à la confiance en soi. Donc, pour passer d'un contraire à l'autre positif, qui serait le pendant mature féminin, il y a une des solutions, c'est d'aller renforcer le pendant positif mature. Je reprends. Du pôle opposé. Du pôle opposé. Donc, si on a des caractéristiques du féminin immature, comme la recherche d'attention, le manque de confiance en soi, l'anxiété, la manipulation, la jalousie, au lieu d'essayer d'atteindre tout de suite le contraire pour être au top du top, genre je passe de pas confiance en moi à j'ai trop confiance en moi, on va pouvoir utiliser les caractéristiques du pôle opposé qui correspondent au pendant de ces caractéristiques. Je sais pas si c'est clair, mais un exemple, plutôt que de passer de manque de confiance en soi à j'ai trop confiance en moi, l'astuce, ça va être de renforcer tout ce qui est mettre ses limites, prendre ses responsabilités qui font partie de caractéristiques matures du masculin. On va faire des choses et on va se prouver qu'en les faisant. On va mettre nos limites. On va dire non. On va dire oui consciemment. Et ça va nous aider par effet de ricochet à renforcer notre confiance en nous. Et donc ça, c'est en ça où il y a un exemple de comment ça peut se manifester le travail des polarités. C'est un petit exemple. Exactement. D'ailleurs, je peux en profiter parce que je suis un homme du côté pôle masculin et je coach des femmes et notamment sur des problèmes de féminin. Et du coup, on pourrait légitimement se demander est-ce que je suis suffisamment pertinent pour ces choses-là ? Et en fait, justement, ça répond à cette question-là. C'est-à-dire que les problèmes de confiance en soi pour des femmes, je vais pouvoir les aider au travers de leur faire réaliser des actions et à un moment donné leur dire mais regarde tout ce que tu as fait. Et puis prends tes responsabilités. Tu en es capable. Tu viens de te le prouver. Tu as fait des choses qui sont extraordinaires. Et c'est ça qui est très important en fait. C'est aussi de donner une sérénité, une stabilité, un cadre. En tant que masculin, ça c'est quelque chose qui est facile, de rassurer et de leur dire mais en fait tu en es capable. J'ai complètement confiance en toi. Je t'ai aidé à découvrir les outils. Tu peux les prendre, tu peux les utiliser et tu vas obtenir ton résultat. Et on va prendre les marches d'escalier les plus petites possibles. Ouais. Que tu aies l'impression que tu peux faire cette petite marche d'escalier. Pas trois d'un coup. Et une fois que tu en as fait une petite. Ça te valide. Et ben ça te valide. Et au bout d'un moment, tu fais ah mais finalement, je sais le faire. Et en fait, ce travail-là, on pourrait le faire aussi avec des hommes parce que du coup, si un homme est dans une recherche de validation extérieure constante, c'est bien la preuve qu'il a des parts féminines immatures. Et donc, on va pouvoir aller travailler les mêmes caractéristiques opposées du pôle masculin pour les renforcer via la prise de responsabilité. Là où je me demande quelque chose, j'ai pas encore eu l'occasion de suivre des hommes. Peut-être que le jour où ça sortira, ces podcasts, ça sera plus le cas, mais je me demande dans quelle mesure la parole d'une femme peut permettre justement à un homme de prendre ses responsabilités, tu vois. Être plus dans l'assertivité, dans la direction, dans l'intentionnalité, d'avoir plus confiance en lui. Même en étant une femme, tu peux simplement incarner ses qualités aussi. Oui. Et faire valoir à quel point est-ce qu'elles sont bien. Parce que finalement, les hommes cherchent des solutions à leurs problèmes. Ils ne cherchent pas juste à parler de leurs problèmes. C'est ça. Chose qui peut aider certaines personnes, mais pour les hommes, la plupart du temps, ça n'est qu'une première étape. Ils ont besoin ensuite d'action. Et si on choisit une action, on a besoin de savoir quelles sont les conséquences de l'action. Et donc, pour choisir des qualités, il suffit d'expliquer quels sont les bénéfices qu'on va retirer de la chose. Et on n'a pas non plus de problème à envisager quelque chose de long terme qui va demander du travail et de la discipline, si tant est que le résultat à la fin, il est véritablement accessible, évidemment, et que en plus, il sera extrêmement qualitatif. Donc, on peut aller vendre ces choses-là assez facilement, j'ai envie de dire. Maintenant, il y a quelque chose qui est peut-être plus accessible facilement pour les femmes, et c'est la sororité. Il y a plus facilement un accès à la sororité entre femmes que la fraternité réelle entre hommes aujourd'hui, parce que, alors pour différentes raisons, mais on essaie de se reposer uniquement sur nous-mêmes parce que a été mis en avant des modèles masculins pas hyper sains, ou ce qu'on appelle le loup solitaire finalement. C'est un peu James Bond, hein. C'est l'homme à tout faire qui sait tout faire et qui est extrêmement fort dans toutes les situations.
l'homme de la vie de tous les jours, il a besoin d'amis, il a besoin de frères, il a besoin de gens qui sont là, quoi qu'il arrive, parce que même notre partenaire peut finir par disparaître si elle n'est plus contente de là où elle est, mais nos frères ne disparaissent pas pour ça. Et ils nous rappellent à l'action, ils nous rappellent à nos valeurs quand on glisse aussi. Plus facilement que quelqu'un qui est en couple avec nous, qui pourrait justement avoir cette peur de nous dire les choses réelles, de peur qu'on s'en aille ou qu'on ait un ego surdimensionné, ou alors qu'on on réponde à ces choses-là. J'ai reçu un commentaire il n'y a pas si longtemps d'une femme où on a eu un échange où j'ai dépassé sa limite. Elle a fini par m'en parler très respectueusement et de manière extrêmement calme, mature, précise. Et du coup, je me suis excusé dans la foulée. Puis ensuite, on a eu une véritable discussion. Et elle m'a dit justement que c'était rare de trouver ces choses-là. De pas avoir, du coup, en tant que femme, d'expliquer à un homme ce qui n'est pas allé et les réactions qui ont été provoquées. Et d'avoir en face un homme qui soit pas en train de dire... pas réceptif du tout. Qui soit pas réceptif ou qui vienne essayer de clôturer ce truc-là. Mais en tout cas, la sororité, effectivement, entre femmes, c'est quelque chose qui aide aussi, je trouve, à la confiance en soi. Parce que cette espèce de soutien mutuel, de je te comprends, on a les mêmes peurs, je t'écoute. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours apprécié. Mais j'en suis d'autant plus capable maintenant que je m'aime suffisamment moi-même, entre guillemets, pour apporter aux autres un soutien indéfectible, alors que quand on n'a pas confiance en soi et qu'on a déjà du mal avec son rapport à soi-même, on peut, chez certaines femmes, il y a parfois une forme de jalousie, de côté de compétition, chose que je ne ressens jamais. Enfin, quand je vois une femme, j'ai envie de la soutenir et de la supporter. Enfin, j'ai pas ce truc de jalousie ou de méfiance, et je pense que c'est aussi le résultat et le fruit du travail sur soi. Je dis pas que quand on est dépendant affectif, on peut pas avoir d'amis avec qui on se soutient, pas du tout, mais juste que ça contribue je pense, à avoir vraiment cette volonté pure de soutenir les autres. L'autre face de la pièce de ne pas s'agripper à des gens, c'est aussi de ne pas repousser des gens. C'est-à-dire de ne pas tomber sur des personnes qui ont la capacité inconsciente, sans faire exprès, juste en existant, de nous déclencher, en fait, tout simplement. Et donc, quand on se replace au milieu, finalement, donc quand on est ni dans l'agrippement, ni dans le repoussoir, finalement, on est au milieu, et donc on est capable de laisser les gens être qui elles sont, en fait, tout simplement. Après, je te parlais de la sororité et de la fraternité, simplement pour répondre à la question de, en tant que femme, comment est-ce que tu pourrais aussi t'adresser aux hommes à ce niveau-là? Et donc, c'est parler des avantages et des bénéfices et de l'importance de construire aussi un réseau et de ne pas être un loup solitaire qui essaie de tout faire par soi-même. Même si j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, ce sera peut-être plus valable d'ici quelques années, mais aujourd'hui, les hommes qui viennent se faire aider ont déjà une ouverture suffisante qui fait qu'ils arrivent relativement bien à s'entourer au bout d'un moment. Ils ont peut-être des problèmes relationnels aussi, bien sûr, mais ça se résout dans la foulée, en fait. Ça va avec. C'est ça qui est bien, notamment pour aider les hommes, c'est que quand on tend vers justement cette virilité, vers ces qualités, vers le gentleman, vers toutes ces choses-là, qui sont bénéfiques, en fait, on solutionne tous les types de relations à la fois, finalement. Quasiment tous, hein, bien sûr. Il y a toutes les particularités liées à la famille, liées au père, à la mère. C'est voilà, toutes ces relations qui sont très uniques. Évidemment, tu vas pas solutionner l'unicité, les choses qui sont très précises sur chacune de ces relations. Mais par contre, la fondation des relations, elle, tu solutionnes tout d'un coup. Parce que c'est beaucoup plus simple d'aller discuter des problèmes que tu as avec ton père, ta mère, ta sœur, ton oncle, ta tante, quand tu as par ailleurs construit déjà tout un ensemble de valeurs qui te permettent d'être en face d'une personne et de ne pas surréagir, de ne pas tomber dans l'attaque gratuite, de ne pas être passif-agressif, d'être respectueux. Et donc ça donne directement à la personne en face un champ existant qui permet d'aller se livrer aussi, quoi. Ouais. Et il y a juste une chose aussi que j'aimerais préciser, après je pense qu'on a fait quand même un bon tour, c'est que quand on a été dans une forme de dépendance affective pendant peut-être des années, même sans s'en rendre compte, peut-être depuis l'enfance, je pense que c'est un travail de toute une vie, en fait. Quand on a de base un terrain avec une fragilité ou c'est comme une cicatrice, en fait. Cette cicatrice de est-ce que je suis assez? On peut travailler dessus toute sa vie.
ça, je suis jeune, j'ai 30 ans, tu vois, je me dis, en un an, ce qui a été fait, je me dis, dans 10 ans, ça sera encore une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme une jambe qu'on s'est cassée avant. Il y a une cicatrice qui est là et que oui, peut-être que nos prochaines relations, même si on a fait tout un travail sur notre confiance en nous, sur ne plus s'agripper, etc., peut-être que dans une relation, il y a quelque chose qui va à un moment donné venir réactiver la crainte, la peur, l'anxiété. Et c'est OK, en fait. Et c'est grâce à tout ce travail-là de conscience, de travail, d'être en capacité de voir émerger à nouveau la peur, l'anxiété, et d'avoir la comment dire? D'arriver à la conscientiser et de l'observer sans juger et de dire: «OK, là, je vois que dans cette situation-là, ça m'a réactivé ça. Qu'est-ce que je peux faire? Mhm. Qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce qu'elle est légitime? Est-ce qu'il y a vraiment de quoi m'inquiéter?» Et après, on repart sur un même travail. Et donc, je pense que on peut pas se dire: «Je guéris de la dépendance affective» ou «Je guéris de tel comportement» et c'est fini pour tout jamais. C'est juste que on acquiert les outils pour devenir autonome et pour ne plus en faire les frais sur une fragilité qu'il y avait au départ sur de la confiance en soi ou autre. Alors, j'ai un avis légèrement différent. Ah ah! Je considère que il existe une phase instable suite à l'apprentissage des outils, Oui. dans lequel effectivement tu peux soit retomber un petit peu, pas jamais totalement, puisque tu ne peux pas effacer la conscience que tu as eu des problèmes et des situations. C'est simplement que tu peux te laisser aller, j'ai envie de dire, mais tu ne pourras jamais juste retomber là et c'est tout. Ouais, Quoi. ouais. À moins que la vie te détruise absolument, genre tout le monde meurt, enfin je sais pas, il se passe des trucs où ta sanité psychologique est complètement ravagée. Ouais. Voilà, si on parle de situation normale, une fois que tu as commencé à conscientiser et comprendre les tenants et les aboutissants, tu peux certes retomber un petit peu parce que plus tu avances, plus les choses sont nuancées et donc fines, et donc tu peux tomber dans des pièges qui sont très fins. Et plus tu avances, plus c'est comme ça, évidemment. Donc c'est une question presque de pourcentage. J'ai envie de dire, quand tu as résolu 80%, les 20% restants, c'est pas des choses très évidentes. C'est des situations qui sont très précises en fonction du partenaire ou de la partenaire, en fonction de ce que la vie nous met sur notre chemin. Il y a des choses qui ne s'activent que beaucoup plus tard. Par exemple, peut-être qu'en étant adulte, solo, tout va bien. Ensuite, en couple, tout va bien. Et puis quand on commence à avoir des enfants, bah là, il y a un nouveau truc qui se révèle. Ouais, parce Voilà. que c'est une nouvelle chose aussi. Il y a différentes phases de la vie où des choses pourraient se réactiver. Mais globalement, sur ce travail-là, j'estime que donc il y a une phase d'instabilité post-apprentissage des outils qui peut durer plus ou moins longtemps, mais à mon avis, on est de l'ordre de moins de 2 ans, clairement. Ouais. En tout cas, de mon expérience. Et après, c'est devenu suffisamment ancré et suffisamment naturel pour que le comportement inverse se produise, c'est-à-dire quand on est exposé au déclencheur qui auparavant nous faisait tomber, et ben aujourd'hui, en fait, on est repoussé. Et donc, on n'arrivera plus à s'orienter vers des personnes qui vont avaient les ça. mêmes, qui avaient les mêmes déclencheurs que ce qu'on avait avant. Ah, mais donc, ça, c'est clair. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop l'idée de dire que c'est le travail de toute une vie parce que ça donne l'impression qu'on va jamais, on va jamais s'en sortir. C'était plutôt dans le sens, je suis d'accord avec toi, c'est plutôt dans le sens que s'il y a une cicatrice, je suis d'accord qu'il y a ça. quelque chose qui restera là Voilà. tout le jour et c'est ce que j'appelle une inclinaison. Voilà. On aura une inclinaison de la même manière que si on a été anxieux par le passé, on aura une inclinaison, une pente possible vers l'anxieux ou alors une pente possible vers l'évitant, etc. C'est simplement que quand on a transformé sa vie suffisamment pour ne plus avoir ces comportements-là sur la vie de tous les jours pendant des mois et des mois et des mois. On est autonome. Quand on retombe sur une situation, il y a un moment donné où on a une fondation qui est suffisamment solide. On peut choisir de glisser, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, le travail, il vaut le coup parce que, 1, ça prend pas 10 ou 15 ans. C'est ça. 2, une fois que c'est là, c'est quand même là pour être solide, quoi. Ouais. Si ça a été construit avec authenticité, bien sûr. Et je pense que les nouvelles méthodes qui sont utilisées aujourd'hui sont beaucoup plus puissantes pour ces choses-là que ce qu'on a pu avoir avant. Pour moi, ce qui marche vraiment et qui est une évidence, c'est d'arrêter de distinguer le soin de la tête et le soin du corps. En fait, si à partir du moment où tu considères qu'on est deux entités séparées, c'est pas possible. Enfin, c'est vraiment de considérer qu'on est un tout, qu'on est à la fois un corps qui a enregistré des traumas, qu'on est un esprit qui conscientise très bien ce qui se passe, qu'on a un cœur qui ressent et qui a des émotions. Et c'est un soin global sur ça, la dépendance affective ou d'autres choses, en fait. Toujours voir les choses dans une entièreté. Mais donc, on a fait un beau tour du sujet. C'est ça, c'est un joli tour du sujet. Je regarde les notes rapidement, mais il me semble que
On est passé par à peu près tout ce qu'on voulait. Ouais. Alors évidemment, on n'a pas pu tout couvrir et chacun a une situation un petit peu différente. Mais je pense qu'on a donné des pistes. On n'a pas trop commencer à parlé explorer. des situations de codépendance, mais c'est un peu le même système, sauf qu'il y en a deux qui C'est sont très, très auto-anxieux, proche. voilà, qui sont auto-anxieux l'un avec l'autre. Et alors, bah oui, j'espère qu'on a traité de manière correcte le sujet. Si tu voulais résumer. Si je voulais résumer, la dépendance affective, ce n'est pas de l'amour. C'est une recherche d'amour. C'est une recherche d'amour. Et ça, il faut jamais l'oublier parce que c'est quelque chose qui est en filigrane de tout, finalement. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de se donner de l'amour. Mais quand on dit se donner de l'amour à des gens qui ne savent pas, ils se disent, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Je me fais des câlins, je me mets les bras autour de moi et voilà. Alors, oui, ça pourrait. Ça peut participer de ça. Mais il s'agit surtout de comprendre ce que c'est véritablement que l'amour. Et donc, c'est au tout départ, quand on était enfant, quand on était même bébé, c'était ce qu'on voulait recevoir de nos parents, finalement. C'était cette acceptation de « moi, j'ai pas choisi d'être là et j'ai pas envie que vous mettiez un ensemble de contraintes sur le fait que vous m'acceptiez ou pas. Moi, j'ai envie d'être accepté et ensuite, on verra pour la logistique de la vie, j'ai envie de dire. Mais par défaut, acceptez-moi, s'il vous plaît. » Ouais. Mais c'est toujours ça, c'est l'amour, c'est le fil rouge un peu de nos épisodes, hein, parce que... C'est le fil rouge des humains, je pense. Ouais, c'est ça. C'est le fil rouge des humains. Donc, ouais. Sur ces jolis mots. Sur ces jolis mots. Les mots, c'est bien beau. 3e épisode. On a hâte d'avoir vos retours, si vous en avez, ou questions, ou remarques, ou observations, qualité sonore. Vous pouvez faire un retour au SAV. Et comment ça vous a... Alors, pour ceux qui ont surpasser ça, par exemple, n'hésitez pas à venir nous raconter un petit peu comment est-ce que vous l'avez fait. Est-ce que vous êtes retrouvé dans les outils qu'on a pu donner ici, dans les pistes de recherche et de travail, ou est-ce que vous avez justement utilisé des choses totalement différentes, ce qui pourrait être très intéressant. On pourrait rajouter du contenu en plus à partir de ça. Voilà, toutes vos expériences sont très importantes pour nous parce que, évidemment, en 1 heure et quelques, on n'a pas le temps de tout couvrir. Donc, ça nous permet de venir nuancer d'autres propos derrière. Voilà, tout à fait. Et puis, on espère que le format vous plaît et que nos petites blagounettes et les discours très sérieux de Pierre continuent de vous intéresser. Si vous avez d'autres idées de ce sujet, on en a plein en stock, mais... Oui, feel free de nous dire. À chaque fois, vous avez une idée, vous nous l'envoyez. Et ça pourra donner un épisode de podcast ou un autre type de contenu plus tard. Voilà. Et bien sur ce, bonne journée. On va bien dormir ce soir, je pense. Oh oui. Ah oui. Et bien, à très bientôt et passez une bonne journée.